Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Fanny Enjolras-Galitzine, Mathilde Lepage et Léa Marc pour l'épisode 4. Mode durable, éthique, responsable, ça veut dire quoi ? Éco-responsable, slow, durable, éthique, conscious, engagée, responsable, écolo, vertueuse. C'est juste moi ou ça devient difficile de s'y retrouver ? Avec Couture apparente, je veux vous parler d'une mode qui respecte les humains et l'environnement et de ce qu'on peut faire pour la développer et la soutenir. Alors, pour ce 4e épisode, je me suis dit qu'on allait clarifier une bonne base. Comment nommer cette mode ? Vous venez de l'entendre, des dizaines d'adjectifs existent pour qualifier une mode à l'impact positif. Chaque marque, chaque média y va de son expression sans qu'on ait toujours une définition très claire qui l'accompagne. Si chaque terme que j'ai évoqué peut avoir son sens et son utilité, je m'interroge sur le flou qui vient souvent avec et sur les problèmes que ça peut poser. Ma première invitée, Fanny Enjolras-Galitzine, analyse comment l'absence de définition officielle a créé cette situation. Déjà, on va en venir à la base. Alors moi, je vais utiliser ma matière, je suis juriste, je vais utiliser le droit, et donc il n'y a pas de définition juridique de ce que peut être un vêtement à la fois, aux impacts écologiques moindres et qui respecte des normes sociales. Ça n'existe pas. Fanny est la créatrice du compte The Greenimalist sur Instagram. Cette activiste passionnée informe chaque semaine ses followers sur la mode écologique et éthique en parallèle de son travail de juriste dans le secteur des supply chains agroalimentaires. Elle milite également auprès de l'association Réseau Éthique. L'expertise juridique de Fanny lui donne une approche passionnante pour parler de mode engagée. Du coup, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est au niveau juridique, il n'y a aucun cadre. C'est pas comme quand vous achetez un fromage AOP, il n'y a pas tout ça. J'ai l'impression que la loi ne s'intéresse pas trop à la mode. Mais il y a d'autres mécanismes justement pour encadrer tout ça, on en parlera plus tard. Du coup, il n'y a pas de définition légale. Et puis même plus largement, sans qu'on parle de droit, l'éco-responsabilité, l'éthique, la durabilité, c'est des notions qui sont extrêmement subjectives. Ça dépend de ce que chacun veut y mettre dedans en tant que personne. Par exemple, moi, si je suis végane, c'est pas mon cas, mais si j'étais végane, je voudrais une mode sans cruauté, sans substance animale, etc. Ça peut être une autre personne qui peut être très attachée à ce que ce soit fait localement. Je connais aussi des personnes qui sont plutôt focalisées sur l'absence de substances toxiques dans le vêtement et donc qui vont vraiment plutôt privilégier des labels qui garantissent cela. Enfin bref, on peut y mettre à boire et à manger et puis ça dépend de chacun, de ses croyances, de sa sensibilité. Donc c'est compliqué. Maintenant qu'on a dit que c'était pas encadré juridiquement et que c'est compliqué, c'est extrêmement subjectif, qu'est-ce qu'on fait ? Alors moi, personnellement, j'aime bien le terme éco-responsabilité parce que éco pour écologique, responsable pour l'aspect social. Donc je l'ai beaucoup utilisé surtout au début du compte Instagram et puis je me suis laissée dériver parce que parfois quand je présente un vêtement et je sais qu'il a, mettons, 10 ans, je vais plutôt axer ça sur la durabilité parce qu'effectivement, il traverse le temps. Bon, voilà, il y a un peu de tout. Et justement, le fait que ce soit la confusion totale, dans l'esprit du consommateur, ça peut bénéficier à certains. Avec Fanny, nous avons approché le problème du point de vue juridique. Léa Marc, elle, va nous parler via un prisme médiatique. Elle est la cofondatrice de Reset, une plateforme qui valorise la mode responsable et éduque sur les enjeux sociaux et écologiques qui vont avec. Forte de ses nombreuses années à travailler dans ce milieu engagé, Léa a vu passer une multitude de termes pour désigner la mode qui respecte l'humain et la planète.
Alors, il y a différents termes dans la mode éco-responsable. Engagé, éthique, slow fashion, voilà, il y a vraiment énormément de termes. Comme tu le sais, parce que tu écris des articles pour Reset, on fait attention au titrage quand on va faire des sélections shopping, c'est-à-dire on va faire attention à mettre soit éco-responsable, soit éthique, soit slow fashion en fonction de la sélection qu'on va proposer. La différence, elle réside dans les nuances qu'il peut y avoir entre ces mots. Le plus souvent, on va prendre le terme éco-responsable parce que c'est un peu un terme qui englobe tout finalement. Parce que dedans, il y a le mot éco. Donc le mot éco qui fait résonance à l'écologie et responsable qui fait résonance à la responsabilité des entreprises, que ce soit en termes humains ou alors écologiques. Donc ça, c'est celui qu'on utilise le plus souvent et celui qu'on va voir le plus souvent affiché. Quand on parle de mode éthique, moi j'entends le sens plus humain derrière l'éthique, plus la bonne rémunération et le bon traitement des travailleurs. Quand on parle de mode engagé, je pense que là on élargit les spectres sans forcément être éco, mais tout du moins responsable. On est plus sur de l'inclusivité, de la mixité, voilà, ça c'est plus la mode engagée au sens large du terme. Et puis la slow fashion, c'est tout ce qui va décrire le mouvement pour une mode plus propre, éthique, éco-responsable et engagée. On a plein d'options pour nommer notre sujet. Léa et Fanny favorisent les termes éco-responsable et slow fashion. De mon côté, j'aime bien parler de mode responsable, parce que ça évoque une industrie qui serait consciente de son impact social et écologique et qui ferait tout ce qu'elle peut pour le minimiser, voire le rendre positif, en gros, qui prendrait ses responsabilités face aux humains et à l'environnement. En vrai, il n'y a pas de mauvais terme, il suffit simplement de bien définir ce qu'on emploie. D'ailleurs, Mathilde Lepage, notre troisième invitée, m'a carrément appris une expression que je n'avais jamais entendue. La mode vertueuse. Voilà, je pense que ça résume bien tout. Mathilde, ou Make My Clothes Great Again sur Instagram, s'engage pour une mode vertueuse de multiples façons. Elle informe sa communauté sur les réseaux sociaux, est assistante RSE pour une marque française montante et a écrit le livre Changeons de mode qui propose d'aider les consommateurs à comprendre l'impact de l'industrie et comment il peut être amélioré. Mathilde considère que l'écologie et le social sont non seulement nécessaires pour une mode vertueuse, mais se nourrissent mutuellement. Ce qui me dérange dans l'étiquetage mode éthique, c'est l'idée qu'on puisse s'occuper des êtres humains tout en négligeant l'environnement. Et ce qui me dérange dans le terme éco-responsable, c'est qu'on puisse justement négliger ou faire abstraction du terme éthique. Le fait de renoncer à une appellation dans l'un des deux, tu vois, ça me dérange. Enfin, ça implique le renoncement à quelque chose. Alors que quand on dit vertueux, c'est l'idée qu'en fait, on fait notre max et que ça entraîne aussi des progrès. Et je pense que c'est le propre de la mode vertueuse, justement. Que l'éco-responsabilité peut entraîner l'éthique, que l'éthique peut entraîner l'éco-responsabilité. Et voilà. Donc je pense que vertueuse illustre bien le schéma d'engrenage. Face à l'océan de mots pour qualifier la mode responsable, il peut être difficile de comprendre leur sens et les réalités qu'ils cherchent à définir. Au milieu de cette confusion, est-ce que certaines marques n'en profiteraient pas un peu pour se donner une bonne image sans rien changer à leur fonctionnement ? Alors, marques qui veulent faire du greenwashing, certainement. Je vais te donner un exemple. Un exemple que tout le monde voit, tu vas chez Monop, tu vois ton t-shirt en coton bio et on dit «Ah, c'est green, c'est durable». Bon, pas forcément, hein, pas forcément. Donc, c'est tout le problème. En fait, si tu veux, alors j'en reviens encore au droit, comme il n'y a pas de définition et que voilà, les marques ont une grande latitude, elle est où la limite? Si tu veux, les marques, elles peuvent pas raconter n'importe quoi. Juridiquement, c'est quoi déjà le greenwashing? Donc c'est quand tu utilises l'argument écologique pour vendre un produit ou un service, alors qu'en fait, en réalité, la propriété écologique, éthique du produit, elle est minime, voire fausse. Donc c'est une pratique commerciale qui est de plus en plus répandue parce que je pense qu'il y a quand même une forte demande. Et elle a toujours été bannie par le code de la consommation comme une pratique commerciale trompeuse. C'est-à-dire qu'on raconte n'importe quoi. Quand tu vends un truc, tu n'as pas le droit de raconter n'importe quoi. Et ça fait depuis des décennies que c'est le cas et que c'est répréhensible. Et en fait, tu as eu une loi le 25 mars 2021, c'est la loi qui lutte contre le dérèglement climatique, là, la loi Fourtou, qui a alourdi les sanctions quand la pratique commerciale est constitutive de greenwashing. Mais ça a toujours été sanctionné, parce que j'ai lu sur Instagram justement qu'il y avait une nouvelle loi anti-greenwashing, c'est pas vrai. En fait, c'est juste les sanctions qui sont alourdies. Parce que, je veux dire, n'importe qui, greenwashing ou pas greenwashing, ne peut pas vendre quelque chose en racontant des cracks. Donc en fait, quand tu avances une allégation fausse sur un produit, ça peut être répréhensible. Effectivement, quand tu vends un truc en coton bio et que tu dis que c'est certifié, c'est pas certifié,
Typiquement, on est dans du greenwashing et puis on est dans une pratique commerciale trompeuse. Le t-shirt du Monop, c'est vraiment, ils le savent, ils ont des services juridiques. On est dans la zone grise, on est vraiment, voilà, c'est une question d'interprétation de ce que va faire la DGCCRF, qui je pense a d'autres choses à faire entre nous. Ils ont un champ de compétences qui est juste hallucinant. Ils n'ont peut-être pas forcément les moyens d'aller regarder derrière chaque étiquette. D'où aussi le fait que ce ne soit pas vraiment sanctionné aujourd'hui et que n'importe qui peut voir des abus dans son quotidien et se poser la question, attends, est-ce que Monop, ils sont vraiment écologiques ? Est-ce que Zara, avec ses campagnes, je ne sais plus comment, Join Life, sont-ils vraiment sincèrement engagés ? C'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est des notions qui sont glissantes, subjectives et qu'il y a un manque de sanctions et de contrôle. Et du coup, sur qui va peser la tâche de regarder qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Et ben c'est nous, les consommateurs. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème parce qu'à chaque fois, on doit mener notre enquête, on doit être averti, puis on a peut-être autre chose à faire. Je parle personnellement de mon cas. Je suis maman de 2 jeunes enfants, j'ai une très forte charge mentale. Je travaille par ailleurs parce qu'Instagram, c'est juste une petite partie de ma vie. Est-ce que je vais avoir le temps d'aller décrypter les bilans RSE de telle ou telle marque ? Quand il y en a, hein, parce que c'est pas toujours le cas. En fait, c'est pas évident et je comprends que les gens soient perdus aujourd'hui. On a donc un cadre légal qui manque de solidité et peu de moyens mis en place par les pouvoirs publics pour appliquer les lois déjà existantes. Les marques de mode n'hésitent malheureusement pas à jouer sur cette ambiguïté pour pratiquer le greenwashing, c'est-à-dire exagérer ou carrément inventer des aspects écologiques et sociaux à leurs produits. Ce phénomène est devenu si courant qu'il finit par dénaturer les concepts comme l'éco-responsabilité, comme le fait remarquer Léa. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai l'impression que le terme éco-responsable, il est beaucoup moins crédible depuis justement que les grandes enseignes l'utilisent. Parce que, par exemple, quand on va passer devant des vitrines à Paris ou dans des grandes villes avec des vitrines, oui, ce modèle est éco-responsable, et qu'on rentre et qu'on va regarder l'étiquette, il va y avoir 20% de matériaux recyclés. En plus, la plupart du temps, du polyester recyclé, ce qui est pas très cool. Et donc du coup, ça va démystifier le terme éco-responsable qui jusqu'alors était utilisé par les marques véritablement éco-responsables quasi à 100%. Donc forcément, les marques, elles démystifient ce mot et s'en servent pour ceux qui ne sont pas forcément très alertes sur ces termes. Également, il y a aussi les termes un peu bullshit comme le terme conscious qui est utilisé par une très grande marque, je ne sais pas si je peux la citer. Ok, je peux la citer, donc qui est utilisé par H&M, qui ne veut absolument rien dire. Ça veut littéralement dire conscient. Conscient de quoi ? Conscient de quoi ? Est-ce que H&M est conscient de l'endroit où il va fabriquer ses vêtements, quand bien même ils sont en matière éco-responsable ? Conscient de quoi ? Franchement, je me pose la question, et c'est un terme qui a été réutilisé après H&M par d'autres marques qui me semblent intimissimi. Donc oui, là il y a les termes bullshit, et puis on met un peu de verre par-dessus, et puis et bim bam boum, forcément ça trompe le consommateur. Visiblement, on est à fond dans le marketing, mais très peu dans les actions. D'ailleurs, à force d'être bombardé avec des termes abstraits comme green, conscious et autres, sans vraie définition derrière, les consommateurs finissent par se détourner des aspects concrets de la mode responsable, comme l'importance des mesures sociales dans les supply chains. Mathilde nous rappelle pourtant que c'est essentiel. Pour être l'ambassadrice de Max Havelaar, le label de commerce équitable qu'on voit souvent sur les produits, les bananes, le sucre, le café, pour être ambassadrice de ce label, je vois bien à quel point, lorsque je publie des contenus très axés social, humain, droits humains, etc., ça ne fait tellement pas rêver les gens. Alors que dès que tu parles de green, de nouvelles fibres, tout ça, les gens sont très intrigués, ils regardent. Tu le constates même dans les statistiques, en fait, que ça n'a pas la même ampleur. Donc oui, je dirais que ça profite aux grandes marques qui savent très bien que le social, ça fait rêver personne, ça fait pas vendre. Ce qui est fondamental, c'est toujours de penser aux droits humains derrière les vêtements. Dans le sens où, au cas où les gens n'auraient pas fait le lien, lorsque on fait en fait des efforts sur le plan social, on contribue à ce que la main-d'œuvre soit mieux rémunérée. On peut prendre l'exemple de n'importe qui. Si tu gagnes un peu plus d'argent, tu vas pouvoir avoir plus de dépenses dans tes loisirs, dans ta culture, l'argent va toujours servir à quelque chose qui va nous enrichir en fait. Et c'est exactement pareil pour ces gens qu'on va mieux payer. Ça va déjà les aider à couvrir les 7 ou 8 postes de dépenses fondamentales pour survivre, juste ça. Et ça peut aussi les aider à bénéficier d'une éducation plus longue, plus qualifiante. Et puis cette éducation leur permettra d'être plus réfléchis vis-à-vis des ressources, de la terre dont ils disposent. Donc automatiquement, c'est un cercle vertueux qui se met en place dès que tu proposes aux gens d'avoir plus de moyens de vivre et de survivre en fait. La dernière conférence que j'ai suivie sur Première Vision, un salon de prêt-à-porter dans la mode en Europe, atteste du fait que la question du salaire vital n'est toujours pas dans la stratégie numéro sur le
podium des décisions stratégiques des marques dans la question de la mode responsable. Voilà, ça me prouve qu'on est vraiment encore loin du but et que les marques qui se proclament super vertueuses sont, selon moi, pas tant vertueuses que ça et ont plus de moyens de l'être, mais ne le font toujours pas. Face aux abus listés par nos invités, il y a une grande question. Comment faire pour distinguer une marque qui pratique le greenwashing d'une marque réellement responsable ? Je pense que ça va se faire dans la recherche beaucoup, c'est-à-dire que si vous voyez le terme éco-responsable estampillé sur une vitrine ou alors sur un site internet, il faut aller jusqu'au bout de la recherche. Donc aller voir la composition du vêtement ou du produit, ça ne concerne pas que les vêtements, ça concerne aussi la nourriture, enfin voilà. Est-ce que c'est vraiment propre ? Est-ce que c'est vraiment éco ? Est-ce que c'est vraiment responsable ? Est-ce que c'est vraiment éthique ? Pour vérifier si c'est véritablement une marque éco-responsable ou en tout cas qui tend véritablement à l'être, il faut aller donc premièrement sur la page produit, regarder la composition du vêtement. Est-ce qu'il y a des labels oui ou non ? Là encore une fois les labels, mais heureusement que Reset existe parce qu'on vous informe là-dessus. Les labels ça veut tout et rien dire, donc est-ce que c'est véritablement un label qui va prononcer une éco-responsabilité quelconque ou alors c'est un peu un label bullshit ? Et savoir aussi où le produit a été fabriqué, est-ce qu'il est véritablement made in France quand c'est le cas, ou alors est-ce que c'est pas la dernière partie du vêtement qui a été cousue en France ou juste l'étiquette ? Est-ce qu'il a été fabriqué au Bangladesh, enfin voilà, en Chine ? Il y a des labels qui certifient certaines de ces usines comme propres et assez respectueuses de leurs travailleurs, mais pas toutes, donc est-ce qu'elles détiennent ce label-là ou pas ? Vraiment vérifier de tout de A à Z, le produit, sa provenance, sa composition, ses labels. Et je pense que pour rajouter peut-être un côté un peu plus éthique à notre démarche, vérifier l'historique de la marque. D'où est-ce qu'elle vient ? Est-ce qu'elle tend vraiment à être éco-responsable ou alors on se rend compte que c'est juste du gros greenwashing parce que l'État les a plus ou moins obligés à être 50%, 70% éco-responsables d'ici 2030 ? Voilà, je pense qu'il faut aussi aller regarder là-dedans. Ça, c'est ce que j'enseignais à l'ES-EPO, c'est dès qu'il y a trop de verre dans une publicité ou sur la vente d'un site, c'est un peu douteux. Et c'est un signal d'alarme qu'il faut aller chercher un peu plus. Parce que justement, les marques éco-responsables d'aujourd'hui, elles essayent vraiment de se débarrasser de cette image trop green et peut-être un peu passée. Et aujourd'hui, les grosses enseignes s'en servent. Donc du coup, c'est un peu le signal d'alarme, visuel en tout cas. Et puis après, si les termes donc éco-responsables, éthique, slow, ou alors des termes un peu tendancieux comme H&M avec Conscious ou alors Zara Join Life ou ce genre de trucs. Il faut aller rechercher et faire attention à tout ça. Apparemment, une grosse partie du travail tombe sur le consommateur, avec souvent peu de critères fiables à 100%. En parlant de fiabilité, Léa mentionne les labels. S'ils ne sont pas tous des garanties absolues, Fanny en évoque un qui peut aider à se repérer, le Global Organic Textile Standard. Il faut quand même un petit peu réfléchir, un petit peu investiguer malheureusement. Donc déjà, un des premiers critères qu'on peut utiliser, c'est voir s'il y a des labels ou pas. Alors les labels, c'est quoi ? Des entreprises indépendantes qui vont aller auditer les entreprises pour certifier si les critères de son cahier des charges sont remplis. Par exemple, on a le label GOTS, qui est sûrement mon préféré et qui est un label holistique. Il est très complet, en fait, il va aller certifier l'origine bio de la fibre, et ce à tous les stades. Il va aussi garantir qu'il n'y a pas de substances toxiques listées dans son cahier des charges. Il va aussi, surtout, garantir que le vêtement a été fabriqué dans des bonnes conditions sociales, mais même en amont, le tissu, avant qu'on confectionne le vêtement. Donc c'est un label qui est global parce qu'il tient compte de toute la chaîne de fabrication du vêtement, du champ de coton, si on prend un top en coton, jusqu'à sa confection. Quand on a un label GOTS, on peut y aller les yeux fermés. Alors, il faut bien que le vêtement soit certifié GOTS et pas que le tissu. Parce que ça, c'est un abus qu'on voit assez souvent. On voit coton GOTS, donc on se dit « Ah, c'est cool », mais en fait, c'est que le tissu qui a été certifié sur toute sa chaîne et pas le vêtement. En cas de doute, n'hésitez pas à demander à votre marque des comptes. Ça, c'est important. Donc, le GOTS, le vêtement GOTS, en général, c'est vraiment un grand gage de qualité. On peut y aller sans se prendre la tête, pour une fois. Donc, 1, les labels. 2, ce qui est important aussi, c'est le niveau de détail qui sont fournis sur les produits. Est-ce que la marque est généreuse en informations sur sa production, le lieu de confection, la distribution de ses produits, le transport, l'entretien ?
Il faut savoir qu'un vêtement, il pollue au stade zéro, c'est-à-dire dans le champ de coton, jusqu'à sa fin de vie. Il y a plusieurs issues qui ne sont pas toujours très heureuses, malheureusement aujourd'hui, puisque je rappelle que seulement 1% de nos vêtements est effectivement recyclé. Quand on parle de recyclage, c'est-à-dire qu'un vêtement devient un vêtement, c'est que 1%, donc la filière elle est complètement inefficiente. Souvent, je me dis, une entreprise qui détaille exactement d'où provient la fibre, qui a fait la confection, parfois même les canaux de distribution, donc ça c'est cool, c'est très rare. L'entretien, qui insiste sur l'entretien, parce que le porté du vêtement génère aussi de la pollution, en particulier quand ils sont en matière synthétique, polyester, polyamide, etc. Ça génère des microparticules, donc ça c'est pas top. Donc en fait, quand ces marques sont généreuses sur les informations produits, je me dis je peux déjà avoir plus confiance. Il y a des marques comme 1083, Réunis, Mister Can, Omasei, Patine, les Sublimes, qui sont incroyablement transparentes avec leurs clients. Et puis elles communiquent aussi sur leurs limites. Et ça, j'aime bien quand les marques communiquent sur leurs limites. Il faut vraiment avoir en tête, tant en tant que marque que consommateur, il n'y aura jamais de vêtements parfaitement écologiques. Ça n'existe pas. À partir du moment où on fabrique quelque chose, on va utiliser des ressources naturelles. Il y aura forcément un impact. Donc le vêtement parfait n'existe pas. Une fois qu'on sait ça, on va faire au mieux. En tant que marque, alors il faut vraiment qu'elle fasse des vrais efforts quand elle fait mieux, et en tant que consommateur. Et puis n'hésitez pas à leur demander des comptes quand vous voyez qu'il y a un peu d'infos, mais vous n'avez pas tout. Parce que surtout les marques, je viens de citer, les marques qui sont vendues en ligne et qui prônent l'éco-responsabilité, vous avez souvent des gens passionnés derrière et qui vous répondent en fait. Donc c'est un vrai dialogue qui peut s'instaurer et je pense qu'à travers ce dialogue, on peut voir la sincérité des démarches. Ah là là, cette question elle est difficile parce que maintenant que je suis assistante RSE, je me rends compte moi-même dans mon travail à quel point il est difficile de regarder en termes d'enseigne sur le marché qui fait quoi et c'est chacun sa vérité en fait. Donc c'est ça qui est dur, c'est que je trouve qu'on essaie de se rapprocher de la vérité lorsqu'on mène l'enquête et puis en fait la marque proclame sa propre vérité donc c'est super dur. Il faut vraiment essayer d'aller creuser, de regarder un petit peu au niveau des infos. Si la marque te donne des informations sur est-ce qu'elle a un dispositif de traçabilité, c'est-à-dire est-ce qu'elle arrive à remonter beaucoup dans ses fournisseurs, les sous-traitants, est-ce qu'elle arrive à faire ça? Et si elle arrive à faire ça, est-ce qu'elle délivre des informations sur la manière dont les sous-traitants sont traités, dont ils travaillent, à quelle cadence, etc. C'est deux questions très distinctes. Et aujourd'hui, on trouve quasiment personne qui délivre toutes ces informations. Et les groupes qui délivrent ces informations ne donnent que la traçabilité, entre guillemets, c'est-à-dire le fait de pouvoir remonter la matière, mais sans pour autant donner d'informations sur qualitativement le travail, qu'est-ce que ça donne dans les usines en fait. Vous l'aurez compris, c'est une belle galère de démêler le vrai du faux. Mais Mathilde a mis le doigt sur un critère important, les informations partielles. Et d'après Fanny, c'est le truc qui démontre le greenwashing, l'incohérence dans les propos d'une marque. Autre chose, alors là c'est plus un petit conseil pour détecter le grain de livret quand on est dans une grande enseigne, c'est les incohérences de discours. Alors ça, c'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre les engagements clamés et les faits. Je vais vous donner plusieurs incohérences. Une marque, par exemple, qui va lancer, c'est une vraie marque, une gamme de jeans en coton bio et qui va dire ouais, on est green et durable, on est éco-responsable, bah super. Et le reste, c'est dégueu. Voilà. C'est pas parce qu'on fait des capsules ou qu'on fait un produit qu'on est clean partout. Surtout quand on met en avant que ça. D'autres incohérences, c'est, j'en parlais sur Monoprix, quand on donne des explications parcellaires et trompeuses sur les matières, le coton bio sans donner plus d'explications. Est-ce que, par exemple, oui, c'est chouette, la fibre, elle est bio, mais est-ce que les teintures utilisées, elles sont clean? Ou quand on dit, alors ça c'est un des pires arguments, quand on dit que la viscose non certifiée, c'est une fibre écologique. Alors la viscose, effectivement, c'est fait à partir de pulpe de bois, de végétaux. Donc là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. C'est pas issu du pétrole. Mais pour faire de la viscose, on va utiliser des matières extrêmement polluantes, de la soude, enfin des trucs vraiment dégueux qui, en général, sont déversés par la suite dans les cours d'eau, parce que tant qu'à faire, et qui viennent polluer les écosystèmes et avoir un impact vraiment négatif sur la santé des gens qui vivent autour. Donc la viscose, non, c'est pas une fibre écologique, je suis désolée. Quand elle est certifiée, donc vous avez certification EcoVéro, c'est un peu différent parce que du coup, c'est comme le Tencel, le lit au sel en fait, puisque c'est une certification qui appartient à une marque. C'est un dispositif en fait où les produits chimiques qui sont utilisés pour la fabrication sont réutilisés. Donc c'est en circuit fermé, c'est pas déversé. Donc là, c'est déjà un petit peu mieux. Donc la viscose non certifiée, là comme ça, c'est à bannir. C'est des informations parcellaires, on met juste en avant une petite caractéristique et hop, emballé, c'est pesé.
Quand on a une entreprise aussi qui prône le tri et le recyclage, type je vais récupérer vos vêtements dans une borne en carton recyclé, mais elle ne fait rien pour limiter sa surproduction. Ça suit les tendances, ça lance des campagnes, 24 collections par an, ça c'est Zara. On pousse les gens à surconsommer, évidemment sans réfléchir, parce que sinon ça serait trop facile. Et puis on se dit éco-responsable, ça c'est vraiment, enfin moi c'est un truc qui me révulse. Il y a plein d'incohérences en fait. Donc méfiez-vous quand on met en avant qu'un seul truc. Enfin voilà, ce que je disais avant, une marque qui est généreuse sur les informations, qui n'a rien à se reprocher et qui communique sur ses limites, je pense que là, on peut vraiment avoir confiance. Moins il y en a, plus c'est douteux. Et moins on vous répond quand vous posez des questions, et plus c'est douteux aussi. Je vous souhaite bon courage pour digérer toutes ces infos. Vous vous sentez peut-être dépassé et c'est normal. J'ai pensé cet épisode pour vous aider à réfléchir plus clairement quand vous consommez de la mode, mais je voudrais aussi insister sur une chose importante. Les premiers responsables de ces problèmes restent avant tout les marques et les gouvernements qui ne les encadrent pas, comme le dit très justement Mathilde. Je pense que c'est très compliqué en tant que consommateur de le savoir. Et c'est à nous aussi, les marques. Je dis nous parce que je me considère comme, maintenant faisant partie intégrante d'une marque. C'est à nous aussi et au pouvoir public de se mobiliser pour donner cette information aux consommateurs. Parce qu'il y en a marre, en fait, un peu de rendre le consommateur responsable de tout ça. Je pense que c'est toute une industrie qui doit se mettre en marche et que certains passent encore à côté de leurs responsabilités. D'ailleurs, pour pousser la nuance jusqu'au bout, c'est ça qui est cool avec les podcasts, tous les consommateurs ne sont pas égaux entre eux. En fonction des privilèges sociaux de chacune et chacun, tout le monde n'aura pas les mêmes moyens et donc les mêmes responsabilités. Il y en a qui n'ont malheureusement pas cette chance et je pense que c'est aussi à nous, les personnes qui avons la voix et les moyens de le faire, c'est aussi à nous de faire ce geste militant dans notre consommation. Il y a une répartition des ressources aujourd'hui, voilà, comme dans tous les temps, dans tous les mouvements, dans tous les lieux. Un universalisme, ça pour le coup, c'est que les ressources ont toujours été inéquitablement réparties. Et maintenant, voilà, il faut avoir conscience de sa chance et de sa responsabilité lorsqu'on les a. Et ça dépend de la morale de chacun, en fait. Voilà, c'est philosophique. Maintenant qu'on a un peu démêlé tout ce bazar et appris à distinguer la mode réellement engagée du greenwashing, je me pose une question. On parle de plus en plus d'écologie et d'éthique au sein de l'industrie, mais est-ce que la mode responsable s'impose réellement dans les pratiques ou est-ce qu'on reste dans du marketing de surface ? Je pense que cette mode gagne du terrain, mais de manière et positive et négative. Donc il y a forcément les grandes enseignes, donc on le disait un peu plus tôt, avec les lignes Join Life, Conscious, tout ça qui commencent vraiment à se multiplier. Et ils commencent à proposer de plus en plus d'items et de produits dans ces collections-là. Après, ils le font pas forcément bien, il y a encore beaucoup de choses qu'ils pourraient faire, ils sont vraiment qu'à 10% du taf. Donc voilà, c'est déjà un premier pas, mais c'est clairement pas assez. Donc en ça, je dirais que ça prend de l'ampleur parce que ça touche des gros marchés et des grosses industries et des grosses marques. Et également, il y a une multiplication certaine de toutes les nouvelles marques, petits créateurs éco-responsables qui arrivent sur le marché. Et aujourd'hui, c'est rare de rencontrer un créateur qui lance sa marque et qu'il n'ait aucune démarche éco-responsable. Je trouve ça très rare, en tout cas aujourd'hui. Néanmoins, je pense que ça reste, d'un point de vue extérieur, quand même assez de niche parce que c'est une mode qui n'est pas donnée, en excluant la seconde main et le vintage. Et je pense que ce serait trop beau de se dire oui, aujourd'hui c'est devenu une norme, c'est loin de l'être. Et pour que ça devienne une norme, il faudrait que toutes les grandes enseignes puissent fabriquer des vêtements propres et qu'ils rémunèrent tous les employés de la chaîne de production de manière juste. Et on n'y est toujours pas. Ouais, je pense qu'il y a une mise en mouvement parce que ça vient de l'opinion publique. Déjà, l'opinion publique est sensibilisée, donc toutes les parties civiles. La population est sensibilisée et fait pression, ça c'est clair. Toute la société civile, comme les ONG, etc., ont fait pression, donc ils ont bien fait leur travail. On sent qu'il y a vraiment un attrait des consommateurs pour la cause, qui entraîne une mise en mouvement des industries, de l'industrie et des industriels. Toutefois, je pense qu'il y a encore des démarches qui sont perfectibles. Et la vraie question, c'est... Alors oui, tout le monde s'y met, mais où est la bonne foi, en fait, tu vois ? C'est vraiment toujours la question qu'on se pose.
Après, moi, je te dis ça avec mon regard enfin, mon expérience, mais globalement, un consommateur lambda doit se dire, ouais, c'est génial, ça éclot de partout. Et mes amies de lycée m'envoient des trucs des fois où elles achètent sur la collection Conscious d'H&M, elles me disent, regarde, je viens d'acheter ça, c'est bien. Et je me dis, c'est un début, tu vois. Mais du coup, les consommateurs ne voient que par le côté très marketing, en fait, tu vois, des marques. Et je me dis, ouais, d'accord, mais c'est toujours pas suffisant. Globalement, on l'a sur Première Vision, donc le dernier salon qui a eu lieu, on a vu qu'il y avait effectivement dans le top 3 des stratégies des marques de sourcing une volonté d'approvisionnement qui se rapproche, en tout cas, de la France, de l'Europe, notamment les marques qui se détournent de la Chine, mais qui malheureusement vont sélectionner des pays en Asie qui pallient la Chine, enfin peut-être parce qu'on a parlé des Ouïghours, etc. On a un rapprochement des appros, ça je l'ai vu, au profit du Portugal, mais notamment de la Tunisie, de la Turquie. C'est déjà mieux, on va dire, en termes d'impact carbone, mais je tiens à souligner que c'est toujours pas l'impact du transport qui est responsable de l'impact carbone d'un vêtement. Et voilà, la question n'est pas seulement de rapprocher les productions, c'est d'enclencher tout un mouvement en fait de matières meilleures et tout. Mais le problème, c'est toujours et encore les volumes. Même si on fait des meilleures matières, on peut pas les adapter en fait à l'échelle de l'industrie. Ça n'aurait pas de sens en fait. Et donc, il faut réduire les volumes. Et pour réduire les volumes, il faut hausser les prix. Et comme on est habitué à payer une fringue 20 balles, eh ben, c'est tout un système qui doit changer. Il y a donc un avancement, léger et mitigé, grâce aux parties civiles et à quelques professionnels qui veulent faire bouger leur industrie. À la fin de sa réponse, Mathilde mentionne une problématique clé de la mode responsable, le prix. C'est vrai, une mode éthique, à moins qu'elle soit de seconde main, ne coûte pas 10 euros. Désolée. S'il y a évidemment un décalage entre les prix éthiques et le pouvoir d'achat des gens, il faudrait aussi revoir notre approche de la consommation et déconstruire notre rapport aux vêtements. Fanny nous livre une analyse très claire de la situation avec quelques tips pour adapter notre budget. La demande en vêtements éco-responsables, et pour de vrai, pas pour de faux, elle a augmenté. C'est-à-dire que les gens, du coup, c'est ce qu'on se disait, ils font plus confiance, il y a une perte de confiance, donc du coup, ils veulent mieux acheter parce que voilà, je suis intimement convaincue que le consommateur veut bien faire. Mais souvent, ce qui freine, c'est le prix. Et c'est pour ça que ce que je disais précédemment, c'est un point nodal dans l'affaire. Parce qu'un vêtement éco-responsable, il coûte tellement plus cher qu'un vêtement de mode conventionnel. On est sur des t-shirts autour de 40 à 50 euros versus un t-shirt qui peut avoir le prix d'un cappuccino, quoi, enfin, qui peut te coûter 3 euros. Bon, alors après, si tu le laves une fois, t'as compris. Mais, mais souvent, c'est le prix. Et moi, j'ai l'impression, surtout, alors effet pandémie, parce que le pouvoir d'achat des gens est quand même, en général, assez réduit, c'est une réalité. Ils vont plus aller vers de la mode conventionnelle qui se clame verte plutôt que des initiatives qui sont plus coûteuses et plus petites. Ça, c'est un peu le sentiment que j'ai et aussi qui a été échangé par certaines marques engagées avec qui je parle assez régulièrement. Et puis le prix, il faut aussi un peu changer son idée du prix. On n'a jamais su vraiment quelle était la valeur d'un vêtement. Moi, je me suis mise à la couture, là. Je peux vous dire, il y a des pièces, je mets 15 heures à les coudre. Alors, évidemment, c'est pas comme ça. En fait, le textile, c'est pas un truc qui peut être fait par des machines. Un vêtement, il sera toujours fait à la main. On n'a pas trouvé de machine qui arrive à coudre aussi bien qu'un être humain. Et du coup, t-shirt à 3 euros, je me dis, mais c'est horrible parce que la personne qui a cousu, qui a quand même mis un effort certain pour confectionner ce vêtement qui aura une vie très éphémère, c'est horrible pour elle en fait. Si on achète en répondant à un vrai besoin, déjà, on peut soulager son porte-monnaie de manière significative et du coup avoir plus de budget pour aller vers des marques un petit peu plus chères qui vont vous proposer des vêtements de meilleure qualité que vous allez garder plus longtemps. Le lapsus révélateur, que vous allez garder plus longtemps, que du coup c'est tout gagné puisque finalement vous allez vraiment le rentabiliser. Et ça répond aussi à une problématique, un truc un peu fou, c'est que finalement on porte que 30% de ce qu'on a dans son dressing en moyenne. Vous faites le calcul du prix de votre dressing global, voilà, vous faites une petite règle de 3, vous avez mis 70% de non porté, alors peut-être vous le revendrez, j'en sais rien, mais en gros c'est pas porté, et 30% de effectivement porté, le vêtement remplit sa fonction. Donc si déjà vous réduisez le nombre de vêtements, mais c'est dur parce qu'il faut résister à la tendance, à la publicité, chaque personne voit 1500 pubs par jour, donc en fait on est constamment harcelé pour acheter sans réfléchir, et du coup c'est difficile de résister à la tentation. En fait il faut complètement changer sa manière d'acheter, et ça veut dire aussi qu'on doit réfléchir avant d'acheter, on doit conscientiser. Et ça c'est un truc que personne nous apprend.
Une dernière chose, quand on a toute cette démarche-là, on essaie d'acheter avec conscience, de prendre du recul, de se dire est-ce que j'en ai besoin, de voir si le besoin vient vraiment de soi ou de l'environnement. Faut pas se mettre la pression, parce que je sais que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui essaient de vraiment très bien faire. La charge mentale et écologique, elle est réelle. Donc on fait vraiment comme on peut. Hein. Vraiment, 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 on se met pas la rate au courbouillon. Moi, je suis la première à être imparfaite. Hein. Personne n'est parfait, la mode n'est pas parfaite, on n'est pas parfait, mais on fait au mieux. Ça n'est pas simple, même quand on travaille dans la mode, de définir clairement les critères pour une mode responsable et réussir à adapter sa consommation pour avoir un impact minimal. J'espère quand même que l'énergie et les réponses de mes invités vous auront donné de l'espoir et des pistes de réflexion pour faire votre propre chemin. Pour conclure ces échanges et rappeler aux marques leurs responsabilités, j'ai demandé à Léa, Fanny et Mathilde si elles avaient un message à leur adresser. Je pense que j'aurais 2 messages à faire passer, donc 2 messages différents. Le premier aux marques qui se disent éco-responsables et qui ne le sont pas. Ne vous dites pas éco-responsable et ne communiquez pas sur votre éco-responsabilité entre guillemets si vous ne l'êtes pas, parce que vraiment vous ne servez pas la cause, vous ne servez qu'à décrédibiliser le mouvement qu'on essaye de mettre en place depuis plusieurs années. Donc le faites pas, si vous n'êtes pas sûr de vous à 100%, juste stop, s'il vous plaît, vraiment. Et puis pour les marques éco-responsables, peut-être, ça c'est plus côté marché. Il y a beaucoup de marques éco-responsables qui arrivent sur le marché et qui se disent notre plus-value aujourd'hui c'est l'éco-responsabilité. Sauf que justement parce que ça se multiplie et qu'il y a énormément de marques aujourd'hui qui se ressemblent et qui arrivent, ça ne peut plus être une plus-value. Donc l'éco-responsabilité c'est très cool et c'est très cool que vous soyez engagés là-dedans. Par contre, pensez aussi à l'esthétique et je pense qu'il y a encore beaucoup de marques qui n'y pensent pas ou alors qui se disent on a un concept totalement nouveau. Sauf que par exemple, des baskets blanches éco-responsables, il y en a 10 000 des marques qui existent. Des sweats, c'est pareil. Des t-shirts, c'est pareil. Donc au moins avoir une véritable proposition style derrière. Parce qu'aujourd'hui, l'éco-responsabilité ne suffit plus. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que je vais dire aux grandes marques de fast fashion. Mais là, aujourd'hui, il faut savoir se démarquer sur plein de points différents, vu que l'éco-responsabilité, ça devient la norme. Premier message, c'est la transparence, c'est ce que je disais précédemment. Plus on donne de détails, plus on est transparent, moins c'est douteux, et plus la confiance est là où elle est réinstaurée. Moi, je pense que c'est vraiment la clé. Et aussi, peut-être, je pense que les marques, mais bon, ça c'est mon souhait à moi, c'est vraiment de faire de la qualité. C'est mine de rien, c'est la base, et puis c'est pas toujours le cas. Et aussi avoir recours à des labels indépendants, même si, bon, il y a des gens qui aiment pas trop ça, mais je trouve que c'est pas mal aussi, parce que pour le consommateur, c'est une bonne clé de lecture. Et on se prend déjà tellement la tête que si on pouvait nous faciliter les choses, ça serait bien. La principale chose que j'aurais à dire aux marques, c'est avouer ce que vous ne faites pas aussi, tu vois. Ce que vous faites pas et ce que vous aimeriez faire, en fait. Parce que on demande pas, en fait, aux marques d'être parfaites. On demande juste un mouvement sociétal global. Personne n'est parfait, une marque ne peut pas l'être, je pense. Une marque peut toutefois faire de son mieux, tu vois, et dire, voilà, on essaie de faire de notre mieux. Après, j'aurais pas envie que cette déclaration devienne une tendance et fasse, qu'elle ait bon dos, quoi, tu vois. En gros, que ce soit un écueil un peu pour dire, tu vois, ouais, mais de toute façon, on fait de notre mieux, tu vois. Enfin, ça, j'aurais peur, en fait. Alors que non, et j'aurais peur que ce soit de la mauvaise foi déguisée. Mais bon, faut bien commencer quelque part, donc par là, c'est bien. Merci infiniment à Fanny, Mathilde et Léa d'avoir partagé leurs expertises sur la mode responsable et le greenwashing. Pour creuser ces sujets et continuer à vous informer, je vous conseille vivement de suivre leur travail. Vous pouvez retrouver les analyses de Fanny sur son compte Instagram The Greenimalist et très bientôt dans un livre qu'elle écrit avec Morgane Leprince, la présidente de Réseau Éthique, qui sortira cet été. J'ai hâte de m'attaquer à cette lecture. Mathilde est également présente sur Instagram avec Make My Clothes Great Again et propose une analyse très claire de l'industrie dans son livre Changeons de mode. Enfin, suivez Reset sur les réseaux sociaux et visitez leur site pour découvrir le fruit du travail de Léa et vous informer en détail sur la mode durable. Vous y retrouverez sûrement quelques-uns de mes articles. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode ? C'est le 4e de Couture Apparente Podcast et je suis ravie de vous le partager. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux.
En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de ne manquer aucune de nos actualités. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 5 avril pour le 5e épisode de Couture Apparente.